Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission avec Nicolas Merkovitch. Comme guest star cette saison, un autre regard, c'est le titre que tu as choisi, Nicolas, justement, pour parler d'actualité politique internationale, nationale. Eh bien, justement, vu de ton œil aiguisé, comment vas-tu, Nicolas? Comment s'est passé ton été? Écoute, pas mal du tout, quoi. Un peu reposant, malgré un été qui, d'un point de vue international, était quand même assez rock'n'roll. Donc voilà, quoi. Entre des attaques, entre des résistances, entre des sorties des uns et des autres, j'ai essayé de trouver un petit peu de repos que j'ai trouvé, parce que mine de rien, il faut remettre les batteries à plein régime. Donc voilà, je me suis reposé un peu, et là, je suis de nouveau prêt pour attaquer la rentrée. Ouais, et ben justement, on va attaquer à rentrer tout de suite. Petit jingle et c'est parti. On va parler justement du thème que tu as choisi cette semaine d'aborder. On va parler un petit peu des dictatures européennes, en tout cas de la façon dont justement ils traitent les opposants, la censure, les attentats. Occident, totalitarisme, on en parle tout de suite après le générique. Nous sommes en guerre. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Allez, Occident, totalitarisme, censure et attentat des opposants, c'est la vignette, c'est le thème, Nicolas, que tu nous as choisi. Quelle est ta perception au lendemain, justement, de l'assassinat du militant américain alors, il est présenté comme militant d'extrême droite. Bon, c'est un sympathisant et un militant actif de Donald Trump. Comment tu perçois ça dans le contexte justement des censures et des tentatives d'assassinat qu'on a eu justement en Europe? On a mis Fico en vignette sur différents chefs d'État. C'est pas un militant d'extrême droite, c'est un militant politique qui pense différemment du média mainstream. Et aujourd'hui, plutôt que d'ouvrir des débats, de discuter sur le fond des sujets, on colle les étiquettes comme des pots de yaourt. Comme ça, on essaye de bannir les personnes, de les bannir socialement, de les bannir des médias. Donc, ça évite aux personnes de devoir entrer dans le fond des sujets. C'est terrible ce qui s'est passé, quelles que soient les opinions d'un homme. Personne ne doit être tué à cause de ses opinions. Je rappelle que c'est dans la charte de la Déclaration des droits de l'homme, l'article 10 qui, en France en tout cas, dit tout homme a le droit d'avoir la pensée qu'il veut, et il a le droit, dans l'article 11, de l'exprimer. Donc c'est terriblement triste. C'est un jeune père de famille qui se prend une balle dans le cou, si je ne dis pas de bêtises. 31 ans. Voilà, très jeune, devant d'autres étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils pensent différemment. Donc je pense que ça dénote plusieurs choses. Je pense qu'il y a une vague de violence contre des personnes en général souverainistes, et c'est clair qu'on peut dire qu'il était conservateur aux États-Unis et dans le monde. N'oublions pas que Donald Trump a aussi été victime d'une tentative d'attentat, d'un attentat. On l'a vu en deux, même, c'est vrai. Fico, qui est pourtant pas un conservateur qui vient de la gauche, mais qui est un souverainiste, qui a été victime d'un attentat également en Slovaquie. Il y a une vague de violence qui est donc physique dans la rue. J'ai encore vu des vidéos il y a peu de temps de personnes qui, malheureusement, lors des journées de la manifestation d'hier, la manifestation à Paris, Bloc-Contour, qui était censée être une manifestation spontanée transpartie, où des personnes qui portaient des drapeaux français ont été éjectées de cortège. Donc, du coup, il y a quand même une violence contre les patriotes qui est pas saine, et qui pousse des personnes jusqu'à vouloir assassiner d'autres personnes. Et ça, c'est extrêmement grave. Et ça montre aussi donc que cette maladie, cette gangrène de ceux qui opposent la violence au débat d'idées a profondément infesté le monde occidental au sens large. Les États-Unis sont, on l'avait déjà dit, Alexis, sont quand même très opposés. Il y a une situation qui est très clivante entre deux Amériques qui ne se parlent plus, mais cette maladie est aussi gangrénée. Cette maladie qui est sortie des États-Unis, avec vraiment les wokistes d'un côté qui ont eu un programme de réingénierie sociale, qui veulent réécrire
l'histoire. Et ces wokistes qui étaient pendant longtemps à la tête de l'État, qui ont comment dire, le monopole sur les élites actuelles. Quand je dis élite, ce sont ceux qui ont le pouvoir, que ce soit le pouvoir social, le pouvoir économique, et qui est arrivé en France. Et d'un autre côté, des personnes qui veulent juste revenir à du bon sens, des personnes qui veulent défendre leur patrie, qui sont prêtes à dialoguer, à discuter, à débattre. Donc, et ça ronge l'Occident. Et ça, c'est un mal. Vous savez, on dit que les empires ne sont pas attaqués. Je pense que c'est Toynbee, l'historien britannique, qui disait que les empires ne sont pas attaqués par l'extérieur, les empires se suicident. Et bien là, on est en plein dans le suicide de l'Occident avec ce type de réingénierie sociale qui va jusqu'à la violence physique, des molestations, des agressions de personnes qui pensent différemment. Donc ça, c'est grave. Et là, maintenant, il y en a des personnes qui meurent et ça va, qui sait jusqu'où est-ce que ça va aller. Alors, on apprenait effectivement ce soir, enfin il y a même quelques minutes à l'heure où on enregistre, que l'activiste qui a tenté justement qui a pas tenté, qui a malheureusement réussi de tuer effectivement Charlie Kirk, est en fait un collégien, un étudiant. Voilà, c'est marqué College Student Age. Donc c'est bien triste, encore une fois, la violence qui s'abat dans les universités, dans les lycées, dans les écoles au sens large américaine. C'est quoi le problème de fond? C'est une idéologie. Alors, est-ce que déjà c'est un meurtre, même si on n'a pas les informations encore à l'instant T, est-ce qu'on est dans un cadre de meurtre politique? Est-ce qu'on est dans un meurtre idéologique? On sait qu'il y a des courants, notamment wokistes, extrêmement forts au niveau universitaire aux États-Unis. C'est quoi le véritable problème aux États-Unis? Est-ce que c'est même tout simplement la question des armes? Alors, on n'a pas encore le mobile exact, donc il faut toujours faire attention pour l'histoire vraiment derrière ça, donc je ne me prononcerai pas là-dessus, mais il y a une violence physique, on le voit dans les débats aux États-Unis, et n'oublions pas que cette violence est colportée par une partie des médias dominants, mais qui n'arrêtent pas de dépeindre justement des gens juste qui pensent différemment, on leur colle l'étiquette d'extrême droite. Et donc, du coup, on leur dit que si ces personnes prennent le pouvoir, ça va être l'apocalypse, ça va être la fin du monde, ça va être la 11e plaie d'Égypte qui va venir, qui débarquera chez nous. Il y a ce relais des médias dominants de messages qui sont extrêmement négatifs, catastrophiques et anti-liberté. C'est-à-dire que des personnes qui sont collées devant les médias dominants aujourd'hui finissent par croire et qui refusent d'avoir toute information alternative, croient ces médias dominants. Et quand ces médias dominants ont des propos extrêmement litigieux, voire même agressifs, on a même vu en France la façon dont l'assassinat de Charlie Kirk a été traité. Il y a quasiment des journalistes, on a l'impression qu'ils se réjouissent en disant que quelque part, il avait bien mérité. On a vu ça sur des grandes chaînes médiatiques françaises. Quel est le message que ça envoie à des simples d'esprit qui croient qu'en tuant quelqu'un qui pense différemment, ils vont sauver le monde du quatrième Reich, du plus grand mal qui va s'abattre sur notre temps, alors que c'est complètement faux. Donc, il y a une espèce de relais entre ces médias dominants et une partie de la classe politique qui n'est pas éduquée, et qui ne sait pas chercher l'information et qui pense vraiment que ils doivent se transformer en bras armés de la justice, de la liberté, alors que ce sont juste des personnes qui sont manipulées. Et si on veut tirer les ficelles, qui est derrière les médias? Eh bien, ce sont des grands oligarques qui détiennent ces médias, ou alors c'est l'État, et qui ont des intérêts bien précis, privés, à défendre, qui ne sont pas les intérêts des peuples, qui ne sont pas l'intérêt de l'ensemble des citoyens, ce sont des intérêts privés. Ils manipulent, on le sait, hein, Chomsky, on a longuement parlé, c'est pas le seul. Et d'ailleurs, Bernays disait dans Propaganda, j'ai déjà parlé de ce livre-là sur cette émission-là, qui est un livre que je recommande, qu'il y a une petite élite qui comprend vraiment ce qui se passe et qu'il faut manipuler et qu'il faut faire de la propagande. Eh bien, c'est ce qui se passe à travers ces médias dominants qui ferment la porte au débat. Et donc, quand vous fermez la porte au débat, vous créez l'injustice, vous créez des tarés qui vont aller tuer les personnes parce qu'elles croient au pied de la lettre tout ce qui est dit dans les médias dominants. Elles ne sont pas éduquées. Et vous avez de l'injustice parce que les personnes qui n'ont pas accès à ces médias dominants et qui se font tabasser dans la rue, qui se font tabasser dans les réunions politiques et qui se font tirer dessus, mais ils commencent à en avoir ras-le-bol, ils commencent à en avoir marre en se disant « Attendez, non seulement au début vous me refusez la parole, mais on a trouvé des issues alternatives.
alternative. Et maintenant, on risque nos vies. Donc ça, vous créez un sentiment d'injustice que le système va avoir du mal à contrôler au bout d'un moment. Donc c'est extrêmement pervers ce jeu où à la fin, qu'est-ce qui risque d'arriver aussi? Et on voit bien ce à quoi ils veulent venir. Ils veulent la guerre du tous contre tous. Parce que pendant que la population est divisée, pendant qu'elle est opposée, eh bien, on ne s'occupe pas de quoi? Eh bien, on ne s'occupe pas de ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont créé cette situation, parce qu'on est en train de se battre entre nous. Et ça, alors, c'est arrivé. C'est une guerre civile, c'est terrible. Et on loupe l'essentiel du problème, à savoir ceux qui ont créé, dégager ceux qui ont créé cette situation. Justement, Nicolas, c'est la question que je vais te poser. Que l'on soit sur la question justement là, de Charlie Kirk, que l'on soit sur Fizzo, qu'on a affiché sur cette vignette, ou sur Donald Trump, ses multiples tentatives d'assassinat, systématiquement, on nous présente les faits comme étant une personne isolée, un acte d'un individuel, de quelqu'un qui serait déséquilibré. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là? Est-ce qu'on est, comme tu l'indiques, dans une manipulation plus globale faite par des médias, faite par des tierces, par des médias ou par d'autres moyens, pour, je dirais, attiser sur des personnes fragiles bien voilà, le passage peut-être à l'action? Ou est-ce qu'on est véritablement purement là sur des fous qui réagissent tout seuls et il n'y a pas d'incitation extérieure? Ce sont des fous qui réagissent tout seuls, mais qui tirent particulièrement bien, je trouve. Donc, on connaît aux États-Unis l'histoire de Kennedy n'est toujours pas close. Il y a encore beaucoup de sujets, beaucoup de personnes qui ne croient pas dans cette balle incroyable, la balle magique qui aurait fait tout le tour de la voiture avant de se planter dans la tête de Kennedy. Peu de personnes croient que Lee Harvey Oswald soit le véritable assassin, et s'il l'était, qui l'a poussé, qui l'a commandité, qui lui a dit de se placer là. Donc vous savez, tout est possible. On sait très bien que dans les opérations de manipulation des renseignements des pays occidentaux, et notamment aux États-Unis, la CIA, qui avait des opérations de manipulation, de contrôle des personnes, MK-Ultra, tout ça c'est public, hein, ce ne sont pas des choses qui sortent d'obscures pages conspirationnistes, ça on a accès à toute cette information-là. Et si vous lisez le compte-rendu de la commission de Church des années 70, Church met en garde le sénateur américain contre les dérives, la dérive totalitaire que prend les États-Unis dans les années 70, où déjà une partie de la population est surveillée, fliquée, alors qu'il n'y a même pas Internet, il n'y a même pas tous ces réseaux sociaux qui sont en place. Donc, on a aussi Eisenhower qui nous avait mis en place contre ça, et Truman qui crée la CIA, qui le regrette par la suite, qui dit si j'avais su ce que ça deviendrait, eh bien, je pensais pas du tout créer ça. Donc, si vous voulez, ces personnes-là sont capables de tout. Et on sait qu'elles sont capables, on vient d'apprendre par le New York Times, encore une opération commando en Corée du Nord, menée par les renseignements américains, alors que Trump y était. Ils font des choses qui sont illégales et qui ne servent pas les intérêts des États-Unis. Et de nombreux Américains nous ont mis en garde contre ça. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas précis, ils l'ont fait? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'ils l'ont déjà fait dans le passé et qu'ils en sont capables. Donc là, je pense qu'il y a un climat global qui est extrêmement malsain en Occident, et on a l'impression qu'il y en a qui s'amusent non pas à même pas essayer de défendre le système, mais à le pousser à mettre de l'huile sur le feu, vraiment pour opposer les uns aux autres, pour qu'on ne s'attaque pas aux racines du mal. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement inquiétant. Il y a des jeux médiatiques, il y a des jeux de renseignements, il y a des oligarques là-dedans. Et puis, je vous dis, il y a des personnes qui n'ont rien demandé à personne et qui sortent de nulle part, des loups solitaires, et qui se sentent, qui sont inspirés par une mission politique et qui vont et qui sont manipulés et qui vont faire des actes terribles. Et là, on va parler des actes vraiment médiatiques. Mais je vous dis qu'il y a de la tension dans beaucoup de meetings politiques, où il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux comment est-ce que les gens se traitent, comment est-ce qu'ils se parlent. Mais on a enlevé les gants depuis longtemps, on a oublié toute courtoisie, toute façon de s'exprimer, et il y a la peur du débat. Et n'oublions pas, en Europe, aussi la pression totale qu'il y a sur les réseaux sociaux. On a en Allemagne, en Angleterre, vous avez des personnes qui sont arrêtées par la police parce qu'ils ont écrit sur Internet. Vous avez... Alors, Nicolas, n'allons pas trop vite, parce que justement, c'est... moi, si tu mets une pièce dans la machine sur ce sujet-là, je pars toute la C'est merveilleux, c'est la deuxième partie, effectivement, de notre affiche. On voit sur cette affiche qu'on a volontairement mis Ursula von der Leyen rayonnante, heureuse et affable.
Et on a parlé d'Occident totalitaire. Alors, censure et attentat, bon, attentat, on vient d'en parler. Censure, parlons-en justement par le biais du prisme européen. L'Union européenne, que ce soit en Roumanie, que ce soit en Moldavie, que ce soit même dans la tentative de faire taire les oppositions internes à l'Union européenne, je pense notamment aux pressions qui sont mises sur la Hongrie, etc. Où on en est, nous, Union européenne, dans ce grand jeu de la censure, du contrôle, de l'oppression? On est vraiment dans de sales draps. Comme tu disais il y a peu de temps, Fisso a été quand même victime d'un attentat. Il s'en est sorti miraculeusement. Depuis longtemps, l'Union européenne pratique la censure. Je rappelle que des médias russes comme Russia Today ou Sputnik ont été bannis dans l'Union européenne, alors que en Russie, vous avez accès à la BBC, vous pouvez avoir accès à France 24, à France Télévisions. Donc, même à LCI. Même LCI. C'est-à-dire que qui a peur de la vérité? C'est ça le sujet de fond, quoi. On censure quelqu'un quand on en a peur. Si vous laissez vos rivaux s'exprimer chez vous, c'est que vous n'en avez pas peur. Et quand on est dans le camp de la vérité, et qu'on n'a pas peur de la vérité, on peut laisser les autres mentir parce qu'on sait qu'ils se ridiculisent eux-mêmes. Quand on commence à censurer, c'est qu'on a peur d'affronter les idées, de discuter, de dialoguer, voire même d'essayer de trouver un consensus, ce qui est un minimum, et l'UE ne veut pas de consensus. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. N'oublions pas que Thierry Breton avait menacé Elon Musk, qui ne voulait pas de Twitter en Europe, et comme sur tout un tas d'autres sujets, les Européens ont baissé leurs pantalons, parce que du coup, ils ne peuvent pas rivaliser avec les États-Unis. Et Ursula von der Leyen n'aime pas la vérité. Il y a une scène inédite, terrible même, où elle était en Finlande il y a peu de temps. Il y a un homme l'harangue dans la foule. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, hein, mais un opposant l'harangue, c'était pas méchant, il lève un peu la voix. Elle lui dit: ah, heureux êtes-vous, si vous avez été en Russie, vous seriez arrêté par la police parce que vous vous exprimez. Et au même moment, il se fait arrêter par la police. Et on sait par la suite qu'il a été condamné. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Ursula von der Leyen a fait un état sur la situation de l'Union européenne hier. Et dans son long discours, où évidemment, elle dit que l'Union européenne a compris et qu'elle va faire demain ce qu'elle n'a jamais pu faire depuis 1993. Eh bien, Ursula von der Leyen attaque à un moment ce sujet de la démocratie et de la démocratie, et elle part de la vérité. Elle dit que la confiance dans la vérité est érodée. Cette phrase fait peur, la confiance dans la vérité. C'est même pas la confiance dans l'information, dans la confiance dans les médias, c'est la confiance dans la vérité. Vous voyez, c'est comme si on avait un peu cette espèce de ministère de la vérité. L'Union européenne, c'est la vérité, et ceux qui doutent de cette vérité, eh bien, sont dans l'erreur, sont dans le mensonge. Et que donc ça mène à l'érosion de la démocratie elle-même. Quand on pense que l'Union européenne n'est pas une institution démocratique, qu'une personne comme Ursula von der Leyen n'a pas été élue démocratiquement, qu'elle a été proposée et que le Parlement européen donne son adoubement ou pas, c'est quand même un comble. On est vraiment dans un monde orwellien. Et elle dit que les Européens s'inquiètent parce que les médias alternatifs leur échappent et qu'il faut un centre européen pour la résilience démocratique. Voilà, tout encore un verbiage, un jargon technocratique européen. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'Union européenne va regarder de plus en plus près, mettre en place des lois pour regarder ce qu'on écrit, ce qu'on dit, pour censurer. Elle dit que ça va être pour la vérité, que c'est pour la démocratie, alors que non, c'est pour l'intérêt de l'Union européenne, de ceux qui sont à la tête de l'Union européenne, des oligarques qui sont protégés au sein de l'Union européenne. Ce n'est pas pour la démocratie. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que la situation en Union européenne aujourd'hui est déjà inquiétante. Comme je le disais il y a quelques instants, vous avez des personnes qui mettent des images en ligne et qui sont arrêtées par la police, des éléments, une personne qui avait mis un mème, une image caricaturale drôle. Alors là, on sait que l'humour, ça traverse pas toujours les frontières, mais qui était ironique sur le Covid, qui a été arrêté par la police en Allemagne, que chaque année, des personnes sont arrêtées en Allemagne parce qu'ils ont mis sur Internet. Et ce ne sont même pas des posts appelant à la violence. Parfois, certains de ces posts sont vraiment idiots, sont stupides, mais est-ce qu'on va commencer à laisser parler que les gens qui sont intelligents? Non, ça ne marche pas ça. La liberté d'expression, elle doit être quasiment totale ou pas. Et on a en Finlande, une personne a été condamnée parce qu'elle a cité la Bible. En Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, on a une autre personne qui a été arrêtée et qui a dû payer une amende
qui a été condamné, je pense qu'elle a même fait plusieurs jours de prison parce qu'elle a insulté une autre personne. Enfin, on arrive dans des délires de vraiment de ce qu'on a le droit de dire ou pas dire. Et j'en profite pour parler aussi du Royaume-Uni, qui n'a jamais été autant associé à l'Union européenne, même s'ils sont partis. On se demande vraiment quels sont les intérêts des politiciens britanniques qui ne respectent pas le choix de leur propre peuple. Ou en Royaume-Uni, la situation est vraiment catastrophique. On a un comédien qui s'appelle Graham Linehan, qui a été arrêté à l'aéroport pour des propos qu'il a tenus sur des transgenres sur Internet. Genre, quelle que soit la position qu'on puisse avoir sur ces différents sujets, enfin, de là à se dire que des policiers vous attendent à l'aéroport ou en profitent pour vous arrêter. Il y a eu des centaines de manifestants pro-palestiniens qui ont été arrêtés récemment à Londres. Vous avez des personnes qui ont été arrêtées en Angleterre parce qu'elles priaient à côté d'une clinique où se pratiquaient les avortements. Elles priaient à côté, il n'y avait même pas d'entrave, elles étaient à côté, elles ont été condamnées. Donc, quelle que soit sa place sur l'échiquier politique, il ne faut pas se réjouir en se disant « Ah ben c'est bien fait pour eux, ils ont été arrêtés. » Non, parce qu'au bout d'un moment, cette arrestation, c'est comme elle vient vers vous et on se réjouit parce qu'on dit « Bah tiens, un tel, c'est bien fait, il a été arrêté. » Non, personne ne doit être arrêté par la liberté d'expression. Ceux qui sont pour censurer, au bout d'un moment, finissent par être les victimes de cette censure. Ça dépend de qui tient le bâton. Et c'est extrêmement grave, ça. Et d'ailleurs, il y a un graffiti par l'artiste Banksy qui a été fait sur le tribunal de Londres il y a quelques jours. On voit clairement, non pas le policier qui est en train de tabasser le manifestant, mais le juge. Et ça, je pense que c'est intéressant. C'est un élément qu'il faut apporter dans le débat. Ce sont ces juges qui, au lieu d'arrêter les personnes qui sont en train d'agresser les honnêtes citoyens dans la rue, au lieu de défendre les innocents, au lieu de chercher ceux qui sont en train de faire, de cacher leurs bénéfices dans des îles offshore, eh bien, s'attaquent à des personnes qui s'expriment sur Internet et qui n'hésitent pas à infliger des amendes ou à mettre dans certains pays européens des personnes en prison. Il y a une mère de famille qui a exprimé son exaspération que 3 jeunes filles anglaises aient été tabassées par un étranger, tuées par un étranger. Peut-être a-t-elle été trop loin dans ses propos ou pas. Elle s'est exprimée librement. Elle a été condamnée à de la prison, 31 mois de prison. Ça, c'est l'Europe dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est extrêmement dangereux et il est plus que temps que tous les Européens s'érigent contre ça. Je le dis, ne nous réjouissons pas. Nicolas, justement, pour s'ériger, je fais une petite parenthèse justement avant de s'ériger, le fameux tag, enfin pas tag, mais le graphe de Banksy dont tu parles a été effacé, pour information. Oui. Donc, il n'aura pas duré longtemps. Mais pour s'ériger, alors voilà, le cœur du sujet, pour s'ériger, faut-il encore avoir le pouvoir dans son pays? Or, on le voit, jamais cette impression de dictature, c'est un petit peu V pour Vendetta, le fameux film où 1984 d'Orson Welles. Jamais l'Union européenne n'a été aussi cynique dans sa répression et j'ai l'impression qu'elle a passé tous les caps, qu'elle n'a plus aucune limite. On l'a vu en Roumanie notamment. Eh bien, maintenant, on influence carrément les élections. On redirige les votes qui ne nous conviennent pas pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Donc, pour s'ériger, comme tu le dis, Nicolas, il faudrait encore pouvoir élire ce qu'on souhaite. Tu as raison, et ce sujet est majeur. Le sujet de la Roumanie est terrifiant. Le candidat qui arrive au premier tour est banni, qui est arrivé en tête au premier tour, est banni du deuxième tour. C'est-à-dire que là, et avec une ingérence complète de l'Union européenne, avec des responsables politiques de différents pays de l'Union européenne qui ont dit qu'il fallait à tout prix bannir ces personnes, avec une visite qui est quand même louche, dont on saura peut-être plus un jour, de l'ambassade de France à des juges qui ont décidé de bannir Calin Georgescu du deuxième tour avant cette décision. C'est quand même extrêmement louche. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, du coup, les personnes doivent ouvrir les yeux et ne pas se réjouir quand c'est un camp ou un autre. Ça concerne tout le monde. La liberté d'expression, une fois qu'elle est perdue, on est clairement dans la dictature. Et au bout d'un moment, vous savez, quand on a perdu tous les éléments qui nous restent pour la liberté d'expression, ça va être compliqué pendant quelques temps. On va souffrir avant de savoir comment s'en sortir et de lutter contre la tyrannie. La tyrannie, elle peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, elle peut durer quelques générations aussi. Donc, il faut profiter des instruments dont nous avons aujourd'hui, mais il faut faire extrêmement attention parce que même, pour reparler du vote, même quand on vote bien ou pas, ou quand on vote différemment,
eh bien, on interdit le candidat. Et rappelons, Nicolas, ce qui avait été dit sur le plateau télé, alors je ne sais plus si c'est BFM ou LCI, c'est pareil, par Thierry Breton, qui avait dit concernant l'AfD et à l'époque du vote en Allemagne, que si l'AfD d'aventure venait à avoir un résultat qui n'était pas convenable pour l'Europe, il faudrait trouver une solution pour reformuler ce vote. C'est quand même extraordinaire. Alors, il s'avère que, coup de chance pour l'Union européenne, curieusement, l'AfD ne l'avait pas emporté. Ça simplifie les choses, mais quand même, on avait quand même prévu le coup aussi en Allemagne. L'AfD, leur candidat meurt en ce moment, hein, donc ça doit être une coïncidence aussi, je ne sais pas. Hein, donc, voilà. Quelle que soit la puissance du pays, que ce soit l'Allemagne, la France ou autre, on a un État européen qui est devenu tellement puissant, peut-être, Nicolas, qu'il peut imposer à n'importe quel État sa volonté. Est-ce qu'il nous reste encore un poids de liberté ou est-ce qu'on est définitivement dans la fameuse dictature que l'on reproche aux Chinois, aux Russes, à tous ces autres pays On n'y est pas encore parce que là, justement, on est en train de s'exprimer. Et ça, c'est bien. Il faut en profiter. Le système, l'oligarchie, l'élite mondialiste qui est en place et qui pensait qu'il y avait le tapis rouge a été déroulé devant eux pendant des siècles et des siècles à venir, a perdu le scénario. Ils ne comprennent plus ce qui leur arrive. Ils étaient enfermés, ils ont été biberonnés à des films américains. Ils pensaient que les US allaient tout sauver, que le mondialisme c'était génial, qu'utiliser que du dollar c'était bien, que de vendre nos pépites françaises à des boîtes américaines c'était bon et que les élites du monde entier dans ce projet mondialiste allaient s'en sortir. C'est comme dans le casino, tout le monde, tous ces oligarques allaient gagner un petit peu, l'Amérique allait gagner plus, mais c'est eux qui avaient inventé les règles du jeu, donc c'était normal. Et aujourd'hui, ce modèle s'écroule et il commence à s'écrouler déjà aux États-Unis où vous avez un retour à l'impérialisme de la part de Donald Trump, mais qui ne veut plus du projet mondialiste. Et donc les mondialistes sont orphelins, ils ne savent pas quoi faire. Et ce qu'ils ont fait pendant des années, mais que nous n'arrivions pas à tracer, à suivre de près, parce que nous n'avions pas les instruments, nous n'avions pas ces outils pour partager toutes ces informations, les vidéos, les extraits, les extraits de conversation qui sont chopés par des renseignements de tel ou tel pays et qui sont dévoilés. On n'avait pas Wikileaks. Donc là, maintenant, cette élite panique. Elle panique et elle a deux possibilités. Soit elle se résigne en disant, écoutez, on en a bien profité, on s'est gavé, maintenant on va se faire discret et disparaître et on va laisser le pouvoir à d'autres. Eh bien non, elle s'enferme, elle est dans l'idéologie pure, elle ne veut pas voir la réalité. Elle est déjà en train de foncer dans un mur, je pense qu'elle l'a traversé depuis longtemps. Elle appuie sur elle enclenche la cinquième. Elle va encore plus vite, elle est en train, elle se fanatise, ce sont eux les véritables fanatiques. Quand on truque les élections, quand on empêche les gens de voter, quand on ment, quand on ferme les yeux et peut-être même qu'on est complice dans des assassinats ou de la violence contre des opposants politiques, on se comporte comme un fanatique. Et surtout quand on commence à utiliser le terme de fanatique pour nos opposants, alors qu'on est nous-mêmes, alors que ce sont eux-mêmes les fanatiques. On est dans cette période-là. Il faut se battre pour la liberté d'expression. Et je pense que ça fait partie de ces sujets métapolitiques qui sont encore plus importants que le taux de TVA ou l'âge de la retraite ou des choses comme ça. Il faut remettre ces sujets fondamentaux, je veux dire, en haut des préoccupations sociales. Le peuple veut pouvoir s'exprimer. Le peuple veut pouvoir décider. C'était pas pour rien que pendant les Gilets jaunes, qui était pour le coup une vraie manifestation spontanée, une des demandes prioritaires, bien sûr, qu'il y avait du pouvoir d'achat parce que les temps sont durs pour l'ensemble des Français et des Européens, mais les Gilets jaunes voulaient aussi le référendum d'initiative citoyen, le fait qu'on puisse décider, qu'on ait une prise sur notre avenir au lieu d'avoir des technocrates qui décident pour nous, qui nous disent voilà ce qu'on va faire, on va signer le Mercosur, on va donner 1 milliard de dollars à Donald Trump pour acheter des hydrocarbures beaucoup plus cher que ce qu'on a acheté avant, on va investir aux US au lieu d'investir ici. Les Français veulent dire non, je veux choisir, je veux décider où va l'argent, je veux décider où est-ce qu'on va investir. Donc il y a cette demande de réappropriation de la démocratie et cette demande, cette exigence de la liberté
d'expression doit transcender les clivages politiques et tout le monde doit se retrouver là-dessus. On devrait avoir des grandes manifestations, vraiment avec tout le monde. Alors peut-être si tout le monde ne peut pas se mettre ensemble, mais au moins dans différents quartiers, sans attaque, sans rentrer dans les jeux des diviseurs, de ceux qui veulent nous opposer les uns aux autres, dire non, nous, on veut de la liberté d'expression. On en a ras-le-bol que des médias dominants qui appartiennent à des oligarques ou à l'État choisissent les sujets, choisissent les intervenants et interdisent tous ceux qui pensent différemment de venir pour permettre aux Français de se faire une opinion, aux Français ou aux francophones, à ceux qui nous écoutent ce soir, de se faire une opinion sur les sujets en question. C'est exactement la dernière question que je vais te poser. Juste avant, je fais une petite parenthèse sur le propos des élites. On en parlait cette semaine avec Xavier Moreau, justement autour d'un déjeuner où il y avait Claude Janvier, c'était très sympathique à Moscou. Et on disait, on ne devrait plus dire les élites. Parce que ce ne sont pas des élites. On devrait dire les classes dirigeantes, finalement, parce que les élites supposeraient qu'ils sont talentueux. Or, eh ben, ils ne le sont pas. Donc, c'est vraiment les classes dirigeantes. Donc, je vais te poser cette dernière question, justement. Est-ce que ces classes dirigeantes, ces élites, appelons-les comme on veut, finalement, ces élites, voilà, qui nous imposent leur vue, qui nous imposent leur volonté, finalement, appelons un chat, est-ce qu'ils le font juste par pur égoïsme et cupidité, ou est-ce qu'il y a un dessein, je dirais, idéologique derrière? On l'a vu notamment dans l'affaire avec le journaliste Cohen, qu'il y a une collusion à gauche entre les journalistes et les politiques. Donc, ben voilà, ma question, c'est est-ce que c'est de la pure cupidité, cette envie, cette soif de garder le pouvoir, ou est-ce que finalement il y a un souhait idéologique de matricer, je dirais, le monde, voilà, un axe gauchiste ou les deux? Il y a les deux, Alexis. Je reviens au livre de Bernays qui très clairement dit que seulement une élite, une petite partie de la population comprend ce qui est bon pour le reste et qui doit décider pour les autres. Et n'oublions pas que Bernays a conseillé Wilson, qu'a conseillé beaucoup de personnes. C'était un magnat de la publicité, du conseil. Il a fait des émules. Il a fait des émules. Il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles sont plus intelligentes que le reste de la population. Et elles font ça évidemment parce qu'elles sont convaincues qu'elles sont dans leur bon droit, mais aussi elles font ça par cupidité parce qu'elles s'enrichissent. Et ce qui montre d'ailleurs qu'elles sont malhonnêtes, parce que je croirais beaucoup plus facilement à quelqu'un de la classe dominante qui croit dans son projet, qui pense qu'elle est seule à pouvoir décider parce qu'elle est plus intelligente que les autres, mais qui vit comme un cénobite extrêmement pauvre et qu'elle fait ça pour les autres. Non, comme par hasard, toutes ces personnes qui nous disent ce qu'on doit faire, comment on doit penser, ce qu'on doit penser, sont tous ultra riches. Ils sont carrément au-dessus du niveau moyen des Français. Je ne vous parle même pas de ceux qui sont à des stratosphères de ce que gagne le Français moyen. Ce sont des personnes qui travaillent pour leur propre pomme. C'est le modèle libéral individualiste, c'est ce à quoi ça mène. Et c'est le projet mondialiste qu'ils voulaient mettre en place. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, ils sont paniqués parce qu'ils sont en train, ils ne savent plus quoi faire parce que les peuples se réveillent et leur système ne marche pas. Il a marché pendant qu'on avait une société de consommation où les personnes ne se posaient pas de questions sur la politique. Il se passait globalement pas grand-chose dans la politique au niveau international ou alors c'était très loin. Et puis, on pouvait changer de téléviseur tous les 5-6 ans, on pouvait s'acheter une deuxième voiture ou des choses comme ça. Les gens étaient dans cette société de consommation et en profitaient et s'en fichaient. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Il y a plus de 9 millions de pauvres en France. La France est endettée à hauteur de 114% de son PIB, le déficit est à plus de 6%. Donc, tous les indicateurs sont mauvais, le chômage augmente et au niveau de l'éducation nationale, on ne cesse de dégringoler dans la méthode PISA avec des cours de récréation, même pas des cours de récréation, des cours de classe qui ne ressemblent même pas à des cours de récréation, qui ressemblent à des rodéos. Donc, aujourd'hui, on est dans un changement de cycle. C'est-à-dire que nous arrivons à ce que Gaetano Mosca avait expliqué que l'élite, au bout d'un moment, tout ce qui l'intéresse, c'est préserver. Une fois qu'elle est constituée, elle veut préserver ce qu'elle a. Et dans ce que Pareto a complété en disant qu'il y a une circulation des élites. Il y a une nouvelle élite qui va arriver. Qui sait qui sera dans cette élite? Mais on a besoin de personnes qui sont justement qui sont détachées du matériel, qui sont véritablement altruistes, qui se battent pour des causes qui sont bénéfiques pour l'ensemble de la population, des personnes qui croient au bien commun, qui croient en la justice. Ce que notre classe dominante a abandonné depuis belle lurette. Je ne sais même pas si elles ont connu ça à un moment ou à un autre. Donc, il faut pousser, il faut s'engager, il faut se battre pour ces valeurs. Et dans cette ligne de rugby que nous constituons, où j'appelle vraiment tout le monde qui place ces valeurs au-dessus du taux exact de la TVA ou de l'âge exact de la retraite, on pousse sur ces valeurs fondamentales.
c'est-à-dire les règles principales de la société dans laquelle on va vivre, où on accepte qu'on ne pense pas de la même manière, mais il y a des règles qu'on respecte. Et personne n'est au-dessus de ces règles-là. On pousse, et dans cette ligne, des personnes vont sortir. Des Tom Morel, des Charles de Gaulle, des différentes personnalités qui vont sortir et qui vont devenir les héros, qui vont devenir la personne, qui vont devenir la véritable élite. C'est-à-dire des spécialistes, des personnes reconnues dans un domaine spécifique et des personnes qui ont un ministère, c'est-à-dire l'étymologie du mot ministre, c'est servir, pas se servir, servir. Donc, on est dans cette phase. C'est passionnant pour nous, pour notre génération, pour notre époque, parce qu'on est en plein dedans. Il faut saisir l'opportunité. La classe dominante est fatiguée et il va falloir la remplacer. Donc, il faut pousser tous ensemble dans cette ligne et défendre la liberté. Ça veut dire aussi partager des vidéos comme celle-ci, partager des vidéos d'autres médias alternatifs pour ouvrir les yeux, les consciences de nos concitoyens en disant attention, la société de consommation arrive à sa fin. Donc, il va falloir préparer la suite. Prépare-toi intellectuellement. Prépare-toi à ça et engage-toi parce que sinon, les temps qui vont arriver vont être particulièrement durs. Ah oui, les temps sont déjà durs. La classe dirigeante que nous avons aujourd'hui, c'est quand même Attal, Le Cornu, Bayrou et Darmanin et j'en oublie tant. Voilà, donc effectivement, Nicolas, tu as raison. Il nous faut des militants, il nous faut des personnes qui montent au front pour le grand nombre et non pas pour le plus petit nombre. En attendant, si vous avez aimé cet autre regard, cette nouvelle émission de Nicolas Mirkovic que vous retrouvez toutes les semaines, tous les jeudis soirs donc sur Divergence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir l'activation la petite cloche et l'activation des notifications pour les prochains programmes. Les prochains programmes, ce sera justement dimanche avec Xavier Moreau dans Divergence Politique. Ce sera mardi prochain avec Thierry Mariani dans Mariani 360. Et puis dans une semaine avec toi, Nicolas. N'oubliez pas de faire un like, de partager cette vidéo. C'est important pour le référencement. C'est important justement pour attirer plus de monde autour de notre projet commun et puis faire connaître Nicolas pour ceux qui ne le connaissent pas encore, s'il y en a encore qui ne connaissent pas le talentueux Nicolas. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais dire, vous abonner à la chaîne, voilà, tout simplement. Voilà. Activez la cloche, abonnez-vous à la chaîne, faites un like, partagez, voilà. Nicolas, la semaine prochaine, un autre regard avec toi. Eh bien, tu nous trouveras forcément un thème qui t'aura marqué. C'est pas ça qui manque en ce moment. Ouais. C'est pas ça qui manque. Effectivement, toi, tu as dit que tu as eu un été de détente et de relaxation. Ça n'a pas été le cas de tous les grands chefs d'État, hein, je te dis tout de suite. Certains ont eu un été agité. Voilà. Nicolas, bonne fin de semaine. À toutes et à tous. À la semaine prochaine. À dimanche déjà avec Xavier Moreau. Et puis, petit générique pour se dire au revoir.